Bonjour et bienvenue, je suis Anne-Marie Cuinier et je suis ravie de vous recevoir dans le podcast Learn and Enjoy. Dans chaque épisode, je vous propose d'analyser les usages et technologies de digital learning qui permettent de créer une expérience apprenant engageante et efficace. Avec des experts et professionnels du monde de la formation et de l'éducation, nous décoderons ensemble les bonnes pratiques qui marchent et les outils et méthodes qui permettent de transformer l'expérience d'apprentissage pour créer un effet waouh auprès des apprenants. Laissez-vous inspirer. Cet épisode est soutenu par AppoLearn, la plateforme LMS qui transforme l'expertise de vos formateurs et de vos experts métiers en succès pédagogique. AppoLearn, c'est la combinaison d'un LMS ultra intuitif, d'un outil auteur avec IA pédagogique et d'une équipe de passionnés qui vous accompagnent dans la réussite de vos projets. Cette plateforme vous permet de créer des formations inclusives qui engagent, qui marquent les esprits et qui restent simples à concevoir et à piloter. J'aime particulièrement leur vision, libérer la créativité des formateurs et rendre la technologie invisible pour que la pédagogie soit toujours au premier plan. Avec AppoLearn, vous concevez, vous engagez et vous réussissez. Pour en savoir plus, rendez-vous sur appolearn.com en cliquant sur le lien qui se trouve dans la description de l'épisode et dites-leur que vous venez de ma part pour bénéficier des frais de mise en service offerts. Bonjour à tous. On le sait, beaucoup de classes virtuelles ressemblent encore à des webinaires passifs. Caméra coupée, participants silencieux, slides à rallonge. Résultat, une impression de temps perdu plutôt qu'un vrai moment d'apprentissage. Et pourtant, les classes virtuelles ont un potentiel incroyable. Elles peuvent être interactives, dynamiques et surtout offrir une véritable expérience engageante aux apprenants. Alors, comment faire la différence entre une classe virtuelle subie et une classe virtuelle réussie? Pour en parler, j'ai le plaisir d'accueillir Sophie Lazare de Global qui va partager avec nous ses bonnes pratiques et ses conseils concrets. Bonne écoute! Bonjour Sophie et bienvenue! Bonjour Anne-Marie, merci de m'avoir invitée. Eh bien écoute, je suis ravie de t'accueillir dans cet épisode et surtout j'ai très hâte de découvrir tes bonnes pratiques pour animer des classes virtuelles parce que je suis sûre que tu en as plein à partager. Excellent, je suis ravie de pouvoir le faire. Alors, est-ce que tu peux te présenter pour commencer, nous dire quelques mots sur ton parcours et sur Global, puisque tu es la fondatrice de Global. Alors, je suis pas la fondatrice de Global, mais par contre actionnaire depuis le départ de cette entreprise qui a été créée il y a plus de 10 ans quand même. C'est important, une innovation à un moment où il y avait à peine Skype pour faire de la visio. Mais j'ai tout de suite cru au projet qui a été du coup inventé, parce que c'est vraiment une invention par un jeune qui, à l'époque, souhaitait pouvoir rester connecté avec ses amis, alors même que il allait partir en Asie, qu'il y avait d'autres amis qui partaient aux USA, etc. Et donc, il voulait pouvoir continuer à écouter de la musique avec ses copains en live, en vivant en fait l'expérience ensemble. Voilà. Et donc, c'est comme ça qu'est née l'idée de Global. Je suis fan de musique, j'adore écouter de la musique et du coup quand il nous a parlé de son projet, j'ai eu envie de le suivre et c'est ce qu'on fait depuis le départ. Mais moi mon parcours donc au-delà de ça, c'est que à l'époque quand j'ai investi dans la société, j'étais commissaire aux comptes dans une très grande entreprise, PwC pour ne pas la citer. Et donc, je n'avais pas du tout le même métier. Mais le point commun, il y en a, c'est les points communs. C'est que premièrement, j'ai toujours été entrepreneur dans l'âme, même en étant dans une grande boîte, passionnée par l'innovation, d'où cet investissement en early stage, comme on dit dans Global. Et troisièmement, je donnais des formations puisque experte dans mon métier, je donnais j'étais prof aussi à la fac. Et donc aujourd'hui effectivement, on est actionnaire
voilà, de majoritaire et je dirige Global. Et Global est une société donc qui est entourée par des familles d'entrepreneurs qui sont autour de ce projet depuis le départ, donc des familles lyonnaises. Voilà. Ah bah, c'est une belle histoire, Sophie, que je ne connaissais absolument pas. Alors, du coup, on va rentrer dans le cœur de notre sujet. Donc, moi, quand j'accompagne des équipes, donc je vois souvent les mêmes difficultés en classe virtuelle. Donc, on a des caméras éteintes, on a des participants qui décrochent. Quelquefois, on ne sait même pas s'ils sont encore là ou pas. On a un peu un sentiment de perte de temps. Est-ce que toi aussi, tu observes la même chose chez tes clients? Oui, bien entendu, quand les gens viennent nous voir, c'est très, très régulièrement le même message. C'est ben, sur Teams ou sur Zoom, ça fonctionne pas. On a du mal à faire les sous-groupes, les gens sont caméra éteinte. Ou alors de dire que c'est très peu participatif et donc ils sont obligés de rajouter tout un tas d'outils qui permettent d'animer et de réveiller le groupe, mais que pour autant ça n'a pas d'effet sur l'ancrage, que les gens s'ennuient. Voilà, c'est totalement le type de discours qu'on entend. Et donc du coup, les gens souvent disent: «Ben voilà, nous on a besoin de faire du distanciel», mais le distanciel est considéré comme des classes finalement en version dégradée. Voilà. Et ça, nous, c'est vraiment systématiquement ce qu'on vient corriger. Oui, parce que on essaye quelque part de calquer, la classe présentielle, en classe virtuelle. Très souvent, c'est ça, hein? Exactement. Alors, on a tout à fait la possibilité justement sur Global de pouvoir appliquer des pédagogies qu'on appliquerait également en présentiel. Mais en effet, en présentiel, il y a, l'effet théâtral qu'on va pas retrouver de la même façon en distanciel. Et d'ailleurs, ça me fait penser, tiens, j'ai une petite anecdote à vous raconter. Tu me permets de raconter une petite anecdote? Vas-y. Une petite anecdote, au tout début quand, je suis arrivée chez Global, donc d'un point de vue opérationnel, je me suis nourrie des enfin d'ailleurs je continue à le faire, j'avais sans arrêt des rendez-vous avec plein de monde et puis en plus on était dans la période covid. Et là, je parle, aux responsables pédagogiques d'une très grande école, qui forme, nos grands, politiciens, par exemple, français et cetera. Donc ce directeur pédagogique, me dit, «Moi, mon énorme problème, c'est qu'en fait, quand ils étaient en présentiel, les gars, c'était tous, des personnes super, connues et cetera, donc des hommes politiques hyper connus ou des avocats qui hyper connus et qui arrivaient, qui faisaient leurs effets de manche, en fait, devant l'amphi et ça marchait super bien. Sauf qu'ils ont essayé de faire la même chose, en fait, en distanciel. Ils se sont retrouvés derrière un Zoom. À l'époque, c'était Zoom. Il m'a dit: «Mais en fait, ça marche pas parce que du coup, leurs cours étaient pas préparés, on peut pas du tout faire la même chose et on perdait complètement les gens». Et il m'a dit: «Du coup, les seuls qui ont su au moins préparer quelque chose, c'est les femmes parce que les femmes sont beaucoup plus rigoureuses» et elle fait marrer là-dessus. Mais donc voilà, en fait, l'énorme problème auquel on est confronté quand on fait, des classes virtuelles sur des outils de visio classiques, c'est le fait qu'on est figé derrière une caméra et que par construction, on va mettre les apprenants dans une situation passive. Et justement, bah, à l'inverse, quels sont, selon toi, les ingrédients d'une classe virtuelle réussie? Parce que là, on a vu un petit peu, quelles étaient les erreurs à ne pas faire, en classe virtuelle. Donc, est-ce que tu peux, nous dire, les ingrédients, phares, pour réussir sa classe virtuelle? En réalité, on va retrouver exactement les mêmes ingrédients que pour réussir une classe en présentiel. Donc, pour réussir déjà une classe virtuelle comme une classe en présentiel, et c'est certainement pas toi qui vas me contredire, on doit la préparer. On doit la préparer. Et on doit la préparer avec rigueur en amont de cette classe virtuelle parce que la classe virtuelle, par opposition à une classe en présentiel, on va proposer que elle se passe sur des formats
plus court. C'est-à-dire qu'une classe en présentiel, ne serait-ce que pour des raisons pratiques, on va inviter les gens à venir passer une journée entière sur un site. On pourra revenir d'ailleurs là-dessus. Mais sur une classe en distanciel, on va forcément faire sur des formats plus courts. Donc plus c'est court, moins on a de marge de manœuvre pour se planter et donc pas faire attention au respect des objectifs. Donc déjà la préparation en amont. La préparation en amont avec un scénario pédagogique, c'est-à-dire le fait de préparer l'objectif, où est-ce qu'on veut aller et comment est-ce qu'on va arriver à cet objectif. Le deuxième élément, c'est de mettre en activité les participants. Je veux dire, qu'on soit en présentiel ou qu'on soit en distanciel, aujourd'hui, ça n'existe plus de garder des participants assis les fesses sur une chaise sans qu'ils puissent bouger et être mis en activité. Ça ne va pas fonctionner. Ça ne va pas fonctionner parce qu'on va les perdre, ça ne va pas fonctionner parce qu'ils sont habitués à des formats courts sur les réseaux sociaux, sur du e-learning, etc. Et donc, tout réside dans la mise en activité des participants. Et la différence de Global avec toutes les autres plateformes de visio, enfin les solutions de visio, c'est qu'avec Global, on va vraiment pouvoir gérer des interactions non pas uniquement entre les participants et le contenu, mais entre les participants eux-mêmes. Et c'est ça qui va faire que ça va être puissant. Donc, on va pouvoir très facilement sur Global organiser des tout petits groupes et générer en fait beaucoup d'interactions. Et c'est vrai que quand on est sur des petits groupes à 2 ou 3, vous avez l'air bête si vous participez pas, quoi, tout simplement. Donc, tout le monde va participer. L'autre élément, c'est l'autonomie des participants. C'est-à-dire que le fait que les gens puissent choisir les sous-groupes sur lesquels ils vont aller va donner aussi une latitude à l'organisateur de pouvoir beaucoup plus facilement jouer avec cette autonomie. Et ça, c'est aussi un élément où je disais par construction, quand on est sur une solution de visio, on est passif parce que vous allez balancer les gens dans les sous-groupes et les ramener en un clic. Sans savoir véritablement s'ils sont derrière ou pas d'ailleurs leurs initiales, alors que sur Global, c'est les gens qui vont se rendre sur les tables. Autre élément extrêmement important, la gestion du temps. Le temps dans une classe en distanciel est extrêmement important. Il faut de la fluidité et du rythme. Sur une classe en présentiel aussi, il faut du rythme, mais quand on est en distanciel, c'est très important aussi et il faut mettre de la fluidité. C'est pour ça que toutes les petits accros techniques, etc., qui sont également très pénibles dans une solution de visio, parce que tout est paramétré à l'avance, parce que tu sais plus comment faire les sous-groupes, etc. Nous, sur Global, on va venir corriger ça. Notre outil de déroulé va vraiment permettre justement de séquencer la classe virtuelle, de la préparer en amont, ce qui va permettre non seulement de gérer le temps, puisqu'on a le timer qu'on rend visible ou pas d'ailleurs pour les participants. Tout est préparé en amont, ce qui va vraiment permettre de parfaitement porter de la fluidité au moment de l'animation. Donc, le principe de la classe virtuelle, c'est vraiment, si je dois resynthétiser tout ça, c'est la préparation en amont avec une scénarisation pédagogique, la variété des activités et le séquencement des activités de sorte de mettre vraiment en activité les participants et de ne pas les mettre uniquement en activité avec le contenu, mais entre eux, donc des tout petits groupes et une très bonne gestion du temps pour à la fois rythmer et séquencer la classe virtuelle. Oui, parce que comme tu le disais, une classe virtuelle, faut absolument qu'elle soit préparée avec son déroulé pour ne pas être pris au dépourvu et justement pour garder les participants actifs et qu'il n'y ait pas de temps mort. Exactement. Voilà. Et souvent, l'erreur, c'est aussi de penser uniquement au pendant la classe virtuelle, mais pour moi, je dirais qu'une classe virtuelle engageante, c'est aussi ce qu'on va faire avant et après. Qu'est-ce que tu en penses? Absolument. En fait, ce qui est intéressant sur une classe virtuelle, mais d'une façon générale, sur les temps synchrones, ma conviction, c'est que les temps synchrones, ils doivent vraiment être faits pour faire
de la remédiation sur les contenus, de la formation pour, faire de la mise en pratique, évidemment, et du coaching individualisé, en fonction des besoins des uns et des autres. Voilà, et faire vivre aussi cette formation dans le temps. Donc, hem, avant une classe virtuelle, il va y avoir un onboarding qui peut être un onboarding à la fois technique. Quand on est sur une classe virtuelle, je pense que c'est toujours intéressant d'envoyer, d'expliquer aux participants comment est-ce qu'ils vont se connecter, et cetera. Et l'autre élément, c'est évidemment, une explication de la classe virtuelle et du parcours avant. Donc, voilà. Après, Global est aussi beaucoup utilisé pour lancer des parcours, donc pour former la cohorte, ce qui peut être aussi très intéressant dans un parcours, plus long, de faire en sorte que on crée avec la cohorte qui va suivre la formation, une communauté apprenante. Donc au début, on va l'appeler cohorte parce que les gens ne se connaissent pas, ils ont pas encore connaissance du contenu, et cetera. Et puis après, plus on va arriver dans le temps, plus cette cohorte va se transformer en communauté apprenante. C'est-à-dire que c'est elle qui va manipuler en fait le contenu de la formation pour de la mise en pratique qui va se faire pendant la formation, pour, du partage d'expériences, de l'entraide sur la compréhension, et cetera. Et puis après la formation, elle va devenir communauté apprenante parce qu'il faut la faire vivre. Et ce qui est important, c'est que derrière, dans l'application au travail, dans le changement des comportements, et c'est le changement des comportements qui va permettre de valider que l'ancrage s'est bien fait, eh bien, derrière, elle va continuer à vivre dans le temps. Et plus on va faire vivre dans le temps, plus ce sera efficace. Bah écoute, je suis très heureuse de t'entendre dire cela parce que c'est ce que je dis très souvent, que dans un parcours de formation, c'est important de faire se rencontrer les personnes dans un parcours de formation digitale et que c'est cette rencontre au départ qui va permettre de créer le lien entre les apprenants, qu'ils puissent faire connaissance et c'est vraiment, comme tu le dis, les prémices d'une communauté apprenante qui va ensuite prendre forme pendant le parcours de formation. Absolument. Et ce qui est très intéressant, enfin nous on le voit vraiment, c'est que avec l'espace global qui est un espace persistant, nous notre recommandation, c'est toujours de dire bah voilà, quand vous avez des cohortes avec un parcours qui va s'étaler sur la durée, eh bien vous allez créer un espace par cohorte. Et en fait, la cohorte, elle va se l'approprier cet espace. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il y a du co-learning derrière qui se fait, c'est-à-dire que même en l'absence du formateur, eh bien les apprenants vont pouvoir se retrouver sur l'espace et travailler ensemble et donc se l'approprier et faire, même s'il y a des e-learning à suivre ensemble, ils vont les suivre ensemble ou faire des exercices ensemble. Et ce qui est intéressant, c'est que des fois, le client n'a pas prévu ça dans le parcours et plusieurs fois, on a des exemples où la cohorte s'est approprié ça et la communauté de co-learning s'est auto-organisée, si je. Oui, et comme tu dis, c'est ça qui est intéressant, c'est que l'espace est persistant et qu'on peut y revenir quand on le souhaite. Et là, quand tu parles de co-learning, justement, ça fait écho à l'épisode que j'ai enregistré avec Petronella, où elle parle de co-learning en présentiel et où j'avais déjà parlé de la solution global pour le co-learning, justement, en distanciel. Je trouve que ça fait vraiment très bien le parallèle. Absolument et d'ailleurs j'avais réagi, hein, sur ce podcast que j'avais écouté avec beaucoup d'intérêt parce qu'effectivement, il y avait un parallèle qui était fait entre un espace de coworking, où on va travailler ensemble et l'espace de co-learning où on va apprendre ensemble. Et l'un des points communs, c'était aussi l'agencement, l'aménagement. Et sur Global, au-delà d'être un lien, parce qu'on va dire, aussi, sur Zoom, on peut aussi rendre un lien, persistant. Ouais, mais les gars, vous allez pas pouvoir l'aménager, en fait, ce lien, alors que Global, c'est vraiment un lieu visuel où on va pouvoir aménager, agencer et donc il y a ce côté immersif qui va faire qu'on va mettre une ambiance dans ce lieu, exactement comme on peut le faire dans un espace de coworking et où on va avoir ce plaisir-là de se retrouver ensemble. Et le côté plaisir, le côté, les à côté en fait de la formation, parfois on le met un peu sous le tapis alors que c'est justement très important. Un des critères de motivation d'aller en présentiel, c'est en fait la pause café.
d'accord? Et la pause café, la pause déjeuner, là, les moments où en fait on va se rencontrer et discuter d'autres choses. Bah, sur Global, cette expérience-là, on va pouvoir la reproduire parce que il y a le côté immersif, il y a le côté très sympa des espaces où on va avoir du plaisir à se retrouver, à personnaliser son espace, son lieu en fonction de ses besoins. Et donc, on n'est plus dans de la contrainte et dans du noir et dans de l'impersonnel, mais au contraire quelque chose de convivial et de sympa et d'incarné, en fait. Oui, oui, tu peux complètement, théâtraliser, ton atelier digital avec ces différents espaces, que l'on peut justement, personnaliser, selon, on va dire, «la couleur» entre guillemets, qu'on veut lui donner. Moi, j'aime beaucoup, hein, parce que tu peux créer des espaces chill, des espaces pause café, des espaces, ressources. Ça devient vraiment, un lieu de co-learning, je dirais. Exactement. Alors Sophie, est-ce que tu as, des exemples concrets, de bonnes pratiques que tu as, vues chez tes clients, qui permettent vraiment de garder l'attention pendant la classe virtuelle? Des actions qui t'ont marqué, que tu peux nous partager? Je dirais qu'il y a plusieurs éléments. Bah, ce qui va fonctionner, en fait, c'est, le fait de transformer des moments qui sont descendants sur du PowerPoint qui est animé avec, 2-3 nuages de mots, en moments où on va faire en sorte que les gens se mettent en activité. Et donc, ce qui va bien fonctionner, c'est de pouvoir petit à petit faire ces mises en activité-là en partant d'un contenu existant. Et de façon assez naturelle, derrière, ben, petit à petit, le parcours va se transformer. Et moi, j'ai envie de raconter, par exemple, une success story avec, le plus compliqué pour nous, c'est quand les formateurs sont des formateurs dits formateurs experts métiers, d'accord? Donc, par exemple, des juristes. Nous, on a le cas, hein, avec, un organisme de formation qui accompagne à la reconversion des gens sur, des métiers du droit. Et les formateurs, c'est, des avocats, des huissiers, et cetera. Donc c'est des gens qui n'ont pas la pédagogie dans l'âme. Et d'ailleurs, on leur a jamais demandé d'avoir cette pédagogie dans l'âme. Eux, ils sont juste experts dans leur métier. Et ben, à la place, en fait, de transformer les personnes, eh bien, il y a un accompagnement, qui a été organisé, bien sûr, par l'organisme de formation, de sorte que, ben, sur la base d'un PowerPoint, on va proposer aux apprenants de s'approprier les documents avant et d'être dans de la pédagogie active, en fait. Et ce qui est très intéressant dans ce qui s'est passé là, c'est que en fait, les apprenants ont pu apprendre à leur rythme des choses qui sont quand même assez, c'est pas du super fun. On n'est pas sur du soft skills, quoi, hein. Là, on est vraiment sur de la matière dure, quoi. Et puis derrière, ces apprenants se voient sur Global pour préparer les questions qu'ils n'ont pas compris, qu'ils ont besoin d'approfondir avec, le formateur. Le formateur en a connaissance en amont parce qu'on a notre note collaborative sur Global, donc ça lui permet de venir chercher ce sur quoi il va falloir retravailler pendant la séquence. Et lui, la séquence, il leur donne avec une partie de remédiation, donc sur des contenus qu'il n'a pas retouchés, ces contenus existaient. Donc il va faire de la remédiation et il a une autre partie où il va travailler sur des mises en pratique et des cas pratiques sur lesquels les gens vont travailler en petits groupes. Ça a marché du tonnerre et la transformation, elle a été parfaite parce que non seulement, les apprenants sont super contents, l'organisme de formation, il a atteint son objectif de pouvoir embarquer sur la durée, en fait, des personnes qui sont en reconversion. Et ça, c'est pas toujours simple parce que la reconversion professionnelle, c'est pas facile. Et le dernier point, c'est que les formateurs experts eux-mêmes n'ont pas eu besoin de se former à des choses qui ne vont pas leur apporter de valeur à eux. Ils sont repartis de leur contenu, donc tout a été parfaitement bien géré. En revanche, ils ont regagné un vrai plaisir puisqu'ils sont en vraie interaction avec les apprenants pendant la classe virtuelle, puisqu'ils sont plus en train de déclamer un PowerPoint, mais ils sont en interaction véritablement avec des sous-groupes et sur des choses très professionnelles. Bah, c'est intéressant ce que tu dis parce que ça montre un petit peu la posture que doit avoir, le formateur et justement donc qu'est-ce qui va faire la différence dans cette, posture, je dirais, d'animateur?
au-delà vraiment de l'outil, parce qu'on a beaucoup parlé d'outils, mais la posture d'animateur, elle est essentielle. Donc, est-ce que tu peux nous en parler? Elle est essentielle. Elle est essentielle et je vais te dire à quel point c'est une conviction chez Global. Pour nous, en fait, Global, c'est vraiment un support qui permet à un professionnel de la formation de pouvoir appliquer sa pédagogie comme il l'entend et de façon fluide et simple. C'est vraiment notre proposition de valeur. Et c'est à tel point notre proposition de valeur que on a sorti au mois de octobre un annuaire qui permet de trouver facilement les animateurs sur Global. Et l'idée de recenser en fait ces animateurs, c'est de montrer que en fait le point commun de ces animateurs, c'est que ils ont un engagement vis-à-vis de l'application des pédagogies actives et des méthodes d'intelligence collective. Et donc notre conviction, c'est qu'effectivement, ce qui va faire une formation réussie, c'est vraiment la valse entre l'outil digital, quand on est évidemment en distanciel, et l'animateur qui va s'approprier effectivement cet outil. Et ça, c'est super important. Et donc, en effet, il y a plusieurs façons d'orchestrer ça, si je puis dire. Soit on a des personnes qui sont déjà des personnes expérimentées dans les pédagogies actives, etc., et donc qui vont tout simplement adorer Global et se l'approprier pour appliquer leur pédagogie active. Soit quand on a des experts, comme on l'a vu tout à l'heure, eh bien, il va y avoir une partie de conception en amont qui va permettre de transformer et d'aller vers ces pédagogies actives. Dans tous les cas, pour que ça se passe bien, il faut encore, qu'est-ce que c'est les pédagogies actives? C'est le fait de mettre en activité les participants. Et donc, cette capacité à animer un groupe, à coacher des personnes, à les organiser, pourquoi pas, en fonction de leurs difficultés, puisque avec les sous-tables, on a la possibilité de s'approprier ces sous-tables de différentes façons. Je vais vous donner un exemple. Hier, j'ai discuté encore avec une dirigeante d'un organisme de formation spécialisé en langue, avec qui on travaille depuis quelques années, et qui me disait, tu te rends compte, grâce à Global, j'ai pu multiplier par 2 le nombre d'apprenants que j'embarque en distanciel avec un seul formateur. Elle prend jusqu'à 21 personnes dans une cohorte. Pourquoi? Parce qu'avec toutes les petites tables, elle organise en fait ces séquences en fonction des niveaux, mais aussi, donc c'est de la formation en langue. Est-ce que je suis plutôt sur de l'oralité, enfin, etc., ou est-ce que je suis plutôt sur de l'écrit ou sur du visuel, hein. Elle a plusieurs ambiances comme ça, plus des niveaux, des classes avec différents niveaux. Et donc, elle se sert vraiment des sous-tables pour pouvoir organiser les sous-groupes comme ça et donc les faire travailler en autonomie. Et comme Global est très visuel, le formateur, il va passer très simplement d'une table à l'autre très facilement. Donc, en fait, le rôle d'animation, c'est vraiment un rôle de... Alors, il y en a qui aiment le terme de facilitateur. On peut le prendre sans problème. Faciliter, c'est faciliter la transmission de l'apprentissage et les interactions entre les apprenants qui va permettre justement cet ancrage. Oui, donc on voit qu'il y a plein de possibilités à imaginer pour rendre vraiment engageantes et vivantes nos classes virtuelles. Et selon toi, comment tu vois justement l'évolution des classes virtuelles dans les prochaines années? Parce qu'on a déjà vu l'évolution par rapport à la période Covid, hein, puisque c'est là que les classes virtuelles ont le plus explosé. Donc, comment est-ce que tu vois ça et est-ce que tu vois déjà des tendances émerger? Déjà, premièrement, je voudrais dire que les classes virtuelles ne viennent pas en concurrence du présentiel. Il y a des moments qui doivent se faire en présentiel, point barre. C'est une certitude. L'intérêt d'avoir pris l'habitude du distanciel et du digital, c'est de pouvoir faire des parcours en blended. Et donc, des parcours qui vont être adaptés à la fois en temps, parce que on va pas prendre une journée entière à des gens, mais pouvoir prendre des petits temps, donc l'étaler sur la durée sous différentes modalités. Et ça, c'est une chance extraordinaire. Et donc, c'est pour ça que
petit coup de gueule à part, là, la loi qui a été faite sur le financement des CFA, visant à moins financer ceux qui font du distanciel, c'est une connerie monstrueuse. Je veux dire, qu'on vérifie la qualité pédagogique, évidemment, mais qu'on vérifie la qualité pédagogique au travers des modalités qu'on propose, c'est ridicule. C'est ridicule. Bref, ça c'est dit en passant. Mais mais donc le sujet du distanciel, c'est vraiment une chance que de pouvoir donc faire des parcours qui vont s'étaler sur la durée, où chacun va pouvoir apprendre à son rythme quand c'est de l'asynchrone et utiliser les temps de synchrone pour faire vraiment de la mise en activité et c'est ça qui va permettre véritablement cet ancrage. L'autre élément, c'est que ma conviction, c'est que les communautés apprenantes, l'importance finalement de créer des communautés apprenantes, de transformer ces cohortes en communautés apprenantes. Pourquoi? Parce que premièrement, tout va tellement vite actuellement que on va être, enfin, c'est pas on va être, c'est on est obligé de se former en permanence. Et cette formation, on peut pas la faire en permanence avec des experts parce que les experts aussi sont tout le temps en activité. Et il faut être capable de s'auto-former et de continuer à progresser dans le temps, petit à petit. Et ça, c'est très puissant de le faire au sein d'une communauté apprenante. Pourquoi? Parce que d'abord, tout le monde ne va pas connaître les mêmes cas d'usage, les mêmes cas pratiques. Donc, ça va permettre déjà d'échanger des bonnes pratiques. Ça va permettre d'accélérer les apprentissages parce que évidemment, si toi, Anne-Marie, tu as déjà utilisé, je vais prendre l'exemple de l'IA, si tu as déjà utilisé l'agent IA, bah tiens, tu vas pouvoir m'expliquer, tu vas pouvoir m'accélérer pour que moi, je puisse m'emparer de ton sujet beaucoup plus rapidement. Donc, le faire savoir, c'est un moyen de faire circuler l'information et la formation de façon beaucoup plus efficace et durable. On parle de la durabilité, c'est durable. Donc, une fois que j'ai reçu de la formation, il faut que je le fasse savoir et c'est ça qui va permettre de rendre cette expertise durable dans le temps. Et la communauté apprenante, son intérêt aussi, c'est de générer du lien et des interactions entre les personnes. On en a énormément besoin. Et donc, le fait d'apprendre ensemble va permettre non seulement de renforcer l'ancrage, de faire savoir, mais aussi de créer ce lien qui est si précieux aujourd'hui. Oui, moi je crois beaucoup au lien entre les apprenants et je le dis d'ailleurs très souvent, hein, c'est important dans une formation. Eh bien, merci beaucoup Sophie pour toutes ces bonnes pratiques. Donc, on va arriver à la fin de notre épisode. Je vais avoir une dernière question pour conclure. Donc, si tu devais résumer en une phrase la promesse d'une classe virtuelle bien animée, donc ce serait quoi? La promesse d'une classe virtuelle bien animée, c'est une classe virtuelle qui va me permettre de passer un bon moment en ayant le sentiment à l'issue de cette classe virtuelle, d'avoir appris quelque chose que j'ai envie d'appliquer tout de suite. Ah, merci. C'est une belle synthèse. Est-ce qu'éventuellement tu as une ressource à proposer à nos auditeurs qui voudraient approfondir le sujet? Donc moi, je mettrai dans les notes de l'épisode le lien de l'épisode sur le co-learning. Est-ce que tu as éventuellement autre chose sur votre blog, hein? Tu partages beaucoup d'articles. Oui, alors voilà, j'ai envie de dire que on a vraiment une ligne éditoriale chez Global, beaucoup basée sur les méthodes. Donc j'invite les personnes qui animent sur Global ou pas d'aller aller visiter notre page sur les templates d'activités collaboratives qui est très riche, qui sont aussi enrichis par notre communauté. Voilà, je le redis, c'est très important, cette page dont on est très fier sur, trouver un animateur. On l'a fait pour pour l'ensemble des animateurs individuels parce que ça leur permet aussi de se promouvoir évidemment, mais aussi pour faciliter le travail des organismes de formation qui ont besoin de trouver les animateurs qui sont adaptés à leurs besoins. Et puis après, on enregistre cet épisode le jour où Robert Badinter rentre au Panthéon.
voilà, pour moi, c'est quelqu'un qui a appris tout au long de sa vie, qui a toujours eu l'éducation au cœur de sa vie, l'éducation au sens de s'élever, d'être tout le temps capable de se remettre en question et de s'interroger et de venir travailler cet esprit critique qui aujourd'hui est l'élément fondamental qui va permettre à nos sociétés d'être résilientes et de continuer à faire de nous l'humanité. Voilà. Oui, et cet esprit critique qu'il faut garder malgré la montée en puissance de l'IA, je dirais. C'est exactement ça. Eh bien, merci beaucoup Sophie pour cet épisode. J'ai été ravie de t'accueillir. Merci à toi, merci de m'avoir reçue. J'étais très contente de ce dialogue. Eh bien, merci. À très bientôt. À bientôt, Anne-Marie. Au revoir. J'espère que cet épisode vous a plu. Si vous aimez le podcast Learn and Enjoy et si vous avez envie de me soutenir, de m'aider à faire connaître ce podcast, la meilleure façon, c'est de me laisser une note 5 étoiles sur Apple Podcast ou un petit commentaire. Pensez aussi à vous abonner pour être informé de la sortie des prochains épisodes. Et pour rester en contact ou me proposer un thème que vous souhaitez que j'aborde, vous pouvez me rejoindre sur LinkedIn. Vous me trouverez sous mon nom, Anne-Marie Cuinier. Je vous dis à très vite pour un nouvel épisode.